Je vais maintenant vous présenter notre premier intervenant. Il s'agit de M. Pierre-Michel Lorca. M. Pierre-Michel Lorca est professeur de psychiatrie, chef de service au CHU de Clermont-Ferrand et directeur des soins de la Fondation Fondamentale. Il l'a accepté, comme il le fait à chacune de nos propositions, de venir aujourd'hui ouvrir cette journée, et ce, comme il en a également l'habitude, au milieu de sa consultation du jeudi. Il a donc très exactement 30 minutes à nous consacrer, dont les 10 dernières seront réservées à vos questions posées via le système QR. Monsieur, je vous laisse la parole. Bonjour, merci beaucoup. Alors tout d'abord, merci de l'invitation parce que je suis toujours très ravi et honoré, puisque je pense que c'est toujours important de pouvoir partager autour d'un événement qui est installé maintenant dans la durée, la Journée mondiale des troubles bipolaires, et qui permet d'avoir un peu plus de connaissances sur un trouble qui touche de nombreuses personnes, puis aussi des nombreuses personnes qui sont atteintes, mais également leur environnement. Et c'est le sujet que je vais essayer de vous présenter pour, une fois de plus, ne pas déflorer les différentes interventions qu'il y aura au cours de la journée, mais pour fixer un petit peu les idées, en tout cas ce que j'avais moi personnellement comme perspective par rapport à ça. Alors, je ne sais pas pour mon diaporama que j'ai transmis, est-ce que c'est moi qui dois le charger? Est-ce que il est chargé? Je l'ai envoyé hier. C'est comme vous voulez, monsieur, vous pouvez le partager. Comme vous voulez, faut me dire parce que je vois pas si enfin je peux partager mon écran. Ben écoutez, Allez-y, c'est mieux comme ça. D'accord, parfait, je m'en occupe. Excusez-moi, alors il faut que je récupère 2 secondes, je ne fasse pas de bêtises. Que je le mette derrière, voilà. Et ensuite, je vais partager mon écran. Normalement, voilà. Vous le voyez? Oui, très bien. Parfait. Parfait. Ça marche. Merveilleux. On n'arrête pas le progrès. Dans le personnel, en tant que professionnel de la psychiatrie, je ne sais pas si c'est une question de génération, mais j'ai toujours j'ai travaillé d'abord, j'ai été formé spécifiquement aux thérapies familiales systémiques il y a longtemps, mais c'est pas simplement ça. Dans ma pratique, j'ai toujours pensé qu'il était important de pouvoir articuler les prises en charge de patients dont on s'occupe dans ce qu'on appelle dans une formulation assez classique, le colloque singulier, avec l'environnement et la famille. Alors bien sûr qu'il y a une complexité qui peut se mettre en place autour de phases aiguës de maladie, mais malgré tout, c'est un élément, à mon avis, très important, puisque, en fait, dans tous les cas, la problématique reste persistante, et en fait, tout le monde y est confronté, le patient dans ce qu'il vit, et bien sûr son environnement, et on doit pouvoir interagir pour améliorer la compréhensibilité des prises en charge. Mais bon, je vais vous présenter un petit peu quelques éléments, et vraiment l'objectif, c'est pas du tout d'être exhaustif, mais de fixer quelques points sur lesquels il me paraît utile de pouvoir avoir une idée de ce qui me semble utile à faire et la manière dont j'imagine qu'on peut travailler et ce qu'on peut essayer de promouvoir. Alors ça, c'est mes déclarations d'intérêt. Je travaille avec différentes firmes, mais aussi, comme vous l'avez dit, je travaille à la Fondation Fondamentale, et puis je suis membre du conseil d'administration d'une association qui gère un certain nombre d'hôpitaux dans différentes régions. Alors, tout d'abord, l'élément que dans la continuité de ce que je viens de dire, c'est un terme qui est le terme, c'est pour ça que je l'ai mis en anglais, le burden, la notion de fardeau, qui est un terme un peu désuet dans le langage courant en français, même s'il est utilisé dans ce cas-là, puisqu'en fait, la maladie est quelque chose qui modifie la vie des sujets qui en sont touchés, le trouble bipolaire ou n'importe quelle autre maladie. Mais en fait, la prise en compte de ce fardeau, qui est très importante en termes de conséquences pour le patient lui-même, elle fait référence aussi à ce qui peut exister comme fardeau, même si quand on dit fardeau, ça donne vraiment une connotation un peu péjorative, mais la réalité, c'est que dans les situations qui sont les situations qu'on peut rencontrer dans les épisodes de maladie ou dans les phases entre des épisodes de maladie, il y a des problèmes, des difficultés, des événements qui peuvent affecter la vie de l'aidant d'un patient souffrant d'un trouble psychique. Et cet aspect-là,
ce fardeau existe, hein, pour toutes les maladies chroniques, mais pour les maladies psychiques, il n'est pas moindre. Et c'est un élément important à prendre en compte. Donc ça, c'est vraiment un premier élément, parce que quand l'intitulé de mon intervention, c'est la place de la famille, il faut considérer d'ores et déjà la place quand une maladie survient dans cette situation-là, et bien comment la famille se retrouve confrontée à ça, et c'est un élément très important. Alors, les conséquences assez classiques, alors c'est dans un papier d'Edouard Vieta, qui est un auteur espagnol de Barcelone, qui a beaucoup travaillé justement sur le trouble bipolaire, bien sûr, mais aussi sur le développement notamment de stratégies de psychoéducation et de travail avec la famille depuis très longtemps et de manière très structurée, et qui évoquait toutes ces conséquences qui sont enfin, quand on y réfléchit, qui sont assez ordinaires, hein, et qui peuvent être une fois de plus associées avec des spécificités, mais associées à de nombreux troubles, la difficulté de la gestion du quotidien avec l'augmentation de la charge pour les autres membres de la famille, les tensions intrafamiliales qui peuvent être exacerbées, la réduction des relations sociales avec la problématique de la stigmatisation, dont je reparlerai. Pour un aidant, ça peut être le ralentissement de l'évolution de la carrière par rapport à la complexité des situations à gérer et au fait qu'on utilise une partie de son énergie dans ces situations-là plutôt que par rapport à des problématiques de développement personnel, des problèmes financiers. Et on voit bien que dans le trouble bipolaire, notamment à cause des épisodes maniaques dans lesquels un des symptômes peut être la prodigalité, mais on voit bien que c'est un élément important. Et puis les conséquences sur toutes les interrogations qui peuvent se poser sur les enfants, la fratrie, qui sont des vraies problématiques. Donc en fait, ça, c'est vraiment des éléments qui peuvent se quantifier, hein. Je veux dire, il y a des études, par exemple, économiques, qui mettent en évidence les conséquences financières, littéralement, des ménages dans lesquels un patient souffre de troubles bipolaires. Il y a un papier qui a été publié il n'y a pas très longtemps, mais je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus. Mais ce qui est un élément important, c'est aussi cette notion de stress, de qui-vive permanent par rapport à maladie chronique, avec toujours le risque de rechutes et de l'inquiétude autour de ça, autour du comportement, qui entraîne souvent en plus des modifications des comportements et des interactions, parce que cette peur des rechutes fait qu'on peut scruter le comportement de la personne malade, et en le scrutant, on devient peut-être parfois excessivement attentif ou parfois peut-être insuffisamment attentif. Et donc, il y a vraiment des questions et un stress permanent qui peut être identifié. Alors, ça, c'est vraiment une question très importante qui n'est pas homogène. Je vais évoquer quelque chose. Moi, je pense qu'il y a toujours la nécessité de pouvoir inclure les proches. Et moi, c'est ma manière de travailler. Là, je parle à la première personne parce que je pense que c'est important. Et moi, je ne refuse jamais, ou bien vraiment dans des cas extrêmement spécifiques liés à des problèmes très particuliers, de travailler avec la famille en accord avec le patient, un accord qui doit se discuter, qui parfois peut être plus ou moins complexe, mais c'est une autre chose. Avec le patient ou sans le patient, c'est extrêmement variable. Moi, je propose toujours les possibilités parce que justement, cette prise en compte est extrêmement importante pour travailler sur l'information, mais aussi identifier justement, peut-être aider tout le monde, le patient, son environnement familial, à identifier les moments qui sont des moments assez aigus et les interactions, et j'y reviendrai, qui peuvent être identifiées, puis aussi les problématiques autour des comportements qu'on peut évoquer, l'excès de sollicitude, les comportements de rejet qui peuvent être observés, et essayer justement de participer à une modification, une amélioration des choses, ne serait-ce que par justement le travail d'information et de médiation parfois qu'on peut être amené à faire, en tout cas dans une logique qui est vraiment une logique de collaboration de l'ensemble des acteurs, enfin, du mieux possible, de façon à faire évoluer les situations. Alors, un élément qui est très important, j'ai parlé d'Edouard Pieta, qui a vraiment le premier, dans le domaine du trouble bipolaire, structuré le mieux avec Frances Collin, un psychologue qui travaille avec lui, qui travaille plus maintenant avec lui, mais qui travaillait avec lui à l'époque, sur cette notion de psychoéducation. Et donc, en fait, cette psychoéducation, bien sûr, on a beaucoup parlé de l'éducation thérapeutique avec les valorisations des problèmes d'éducation thérapeutique dans les structures de soins depuis un certain nombre d'années, mais en fait, cette psychoéducation, elle s'adresse bien sûr aux patients, mais aussi à la famille, de manière à améliorer la capacité du patient et de la famille, de la prise en compte et de la maladie et des stratégies thérapeutiques.
avec des objectifs qui sont bien sûr la prévention des rechutes, bien sûr la réduction des symptômes, l'amélioration du fonctionnement social, l'amélioration de l'aide au traitement, l'usage des toxiques, dont on sait qu'il est malheureusement extrêmement répandu si on parle de toutes les substances psychoactives et qui sont importants, puis les facteurs des compensations, parce que chaque individu peut avoir des facteurs qui favorisent l'apparition d'une rechute, assez spécifiques ou pas, mais parfois ils sont assez spécifiques, dont la connaissance est importante. Alors les moyens, c'est vraiment l'amélioration de la compréhension, et ça, c'est vraiment important, puisqu'une fois de plus, c'est la grande difficulté avec toutes les pathologies psychiques. C'est des pathologies qui sont souvent difficiles à appréhender. Un épisode dépressif est souvent mal perçu, mal compris par l'environnement, parce que justement, en fait, c'est le classique, mais tu as tout pour être heureux, pourquoi tu ne sors pas, pourquoi tu ne fais rien, pourquoi tu n'y arrives pas. En fait, la question du pourquoi ne se pose pas, c'est un état pathologique, c'est pas un déficit de volonté lié à je ne sais quoi, et ça reste quelque chose qui spontanément ne va pas de soi, et cette compréhension est à mon avis essentielle. La détection des signes précurseurs, alors on a souvent des signes assez typiques, des gens qui commencent des épisodes par exemple, l'apparition de troubles du sommeil, de modification du rythme, d'irritabilité, des éléments comme ça. C'est vraiment des éléments importants. Un un des moyens qu'on utilise en psychoéducation, c'est aussi la notion de rythme. En fait, et en particulier chez les sujets jeunes, les rythmes de vie, dormir à heure régulière. Souvent, c'est pas très attractif quand on dit aux gens oui, il faut vivre de manière super régulière. Ça peut être extrêmement compliqué, mais en même temps, c'est un élément qui est un facteur de bon fonctionnement. Et donc, ça, c'est un élément majeur de la psychoéducation qui nécessite, comme toute bonne pédagogie, d'être répété. Répéter les choses fait partie du boulot, mais en fait, ça contribue fortement à la stabilité dans le temps. Puis les capacités d'autosurveillance, c'est-à-dire identifier ces signes précurseurs notamment, comme j'évoquais, puis les éléments qui peuvent favoriser, et puis gérer justement ce qui va toujours dans le même registre, le stress qui peut être présent chez le sujet, dans l'environnement, et qui sont des facteurs qu'il faut arriver, donner les outils pour que la famille, le patient, donc cette place de la famille, c'est aussi être capable de donner à tout le monde des outils qui permettent d'appréhender la maladie d'un côté, le traitement de l'autre, et de les utiliser du mieux possible. Alors, un élément important qui a été beaucoup travaillé depuis, alors c'est des auteurs anglais qui ont élaboré autour de cette notion d'expression émotionnelle. En fait, à partir du début des années 50, fin des années 50, pardon, début des années 60. Et en fait, ces auteurs se sont intéressés à l'expression des émotions dans les milieux familiaux. Et en fait, dans l'idée que les troubles psychiques se répondent à ce qu'on appelle un modèle biopsychosocial, donc avec une intrication entre des facteurs de vulnérabilité génétique qui peuvent exister, des prédispositions biologiques, mais aussi des stress, des événements de vie, et puis des éléments de réactivité psychologique. Et donc, c'est important parce que, bon, il y a des données biologiques autour des zones cérébrales qui sont impliquées. Mais en fait, ce qui est important, c'est que cette expression émotionnelle qui peut se formuler dans des modalités de communication marquées par exemple, l'hostilité, la critique ou le surinvestissement émotionnel, sont des facteurs qui peuvent avoir un rôle dans l'évolution du trouble. Et cette expression émotionnelle, c'est quelque chose dont on a identifié la présence dans pas mal de troubles psychiques au sein de l'environnement familial avec le patient qui est intégré dans cet environnement. Et dans ce cas-là, on a vraiment une réalité à prendre en compte qui est un élément important. Alors, il y a vous voyez, une sorte de voie qui était décrite par cet auteur, Miklovitch, qui est un Américain du Colorado qui a beaucoup travaillé sur cet aspect de la famille dans les troubles bipolaires. Et donc, en fait, vous voyez, par exemple, l'idée, c'est on a des symptômes résiduels persistants, par exemple une dépression avec l'absence d'investissement des activités, ou peut-être un retrait, ou peut-être des manifestations d'irritabilité qui persistent chez le patient.
On peut avoir une réaction de l'environnement qui a des interactions négatives, et donc avec une sorte d'interprétation qui peuvent être présentes et une réactivité cognitive au comportement du patient qui est plutôt dans cette notion de symptômes résiduels avec des interactions négatives. Une augmentation de l'expression émotionnelle avec des comportements jugeants, des comportements de rejet, etc. Et donc qui augmente ensuite les symptômes chez le sujet. Et on voit que c'est des phénomènes qui sont décrits et qui correspondent assez à ce qu'on peut vivre, y compris dans des situations où on n'a pas forcément un trouble présenté par quelqu'un de la famille, qui sont des modalités relationnelles avec cette notion d'expression émotionnelle, où des fois on peut se disputer, dire des choses qu'on voudrait pas dire et qu'on dit malgré tout, et en fait en se rendant bien compte des conséquences négatives. Mais dans ce cas-là, tous ces éléments-là, qui peuvent être des éléments de la vie quotidienne, deviennent d'autant plus intenses qu'il y a la notion de la maladie qui est présente et les modalités d'interaction liées à la maladie, à ses conséquences, comme on l'a vu précédemment, et qui deviennent très complexes. Alors Miklowitz, il avait élaboré un programme justement enfin il a élaboré un programme où en fait justement il articule, vous voyez, donc c'est simplement pour donner un détail parce que vous verrez que ce que ça peut induire comme effet ce programme-là. Vous voyez donc l'aspect de psychoéducation, donc un module qui fait de discuter sur la notion des symptômes, comme je l'ai dit tout à l'heure, comprendre, appréhender la maladie et les traitements qui sont dans leur importance. Et puis, deux autres aspects qui sont assez importants, qui ont à voir avec cette logique d'expression émotionnelle, c'est l'amélioration de la communication. La communication a forte connotation émotionnelle, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce sont des choses qui se travaillent, les modalités d'interaction avec autrui, dans le contexte familial, mais dans n'importe quel contexte, ça se travaille, et c'est donc un élément important. Et puis, une formation spécifiquement des techniques qui sont des techniques très cognitivo-comportementales de résolution de problèmes, qui sont avec des exercices et qui permettent pour l'ensemble des membres de la famille de modifier, y compris donc le patient, mais aussi tous les membres de la famille, à côté de l'appréhension de la maladie, modifier des modalités, des types de relations et des types de nœuds problématiques qui se créent, de façon à donner des outils pour éviter la cristallisation des tensions autour de situations particulières. Or, il avait justement, à partir de ça, il avait mené une étude, et dans cette étude, il mettait en évidence que on avait donc, avec l'aspect psychoéducation, on avait une amélioration de l'observance, on avait une diminution des symptômes de manie, mais également une amélioration des interactions, et en fait, qui montrait, qui était associée à l'amélioration symptomatique. En fait, globalement, ces thérapies, c'est pas que ça diminue les interactions négatives, c'est-à-dire le fait de pouvoir avoir des reproches à se faire, pour parler simplement, mais en fait, c'est plutôt qu'on fait plus facilement avec ces reproches. Et c'est intéressant parce que ça veut dire que ça renforce simplement. Il ne s'agit pas d'avoir après, comment dire, l'objectif, c'est pas une modalité d'interaction familiale dénuée de vie, entre guillemets, dévitalisée, et où on n'a pas forcément que des compliments à se faire au sein de la famille et on peut avoir des reproches parce qu'après tout, on peut exprimer son point de vue. Mais l'idée dans ce cas-là, c'est que en fait, dans ce contexte-là, en améliorant les capacités de communication et ses capacités de résolution de problèmes, eh ben, on arme tout le monde, tous les membres de la famille et le patient, à une manière de réagir à ces situations de la vie quotidienne. Je veux dire, on peut avoir des tensions pour de multiples raisons, et pour que ça ne devienne pas quelque chose qui a des conséquences sur l'état de santé du patient, et c'est un élément important. Alors, ça c'est une étude très récente, il y a quelques mois, que je trouvais intéressante à montrer, simplement parce qu'ils ont essayé de faire le lien entre justement des difficultés, des dysfonctionnements familiaux, des situations de tension familiale, et les capacités pour les sujets porteurs de troubles bipolaires d'avoir leur niveau de fonctionnement psychosocial, c'est-à-dire comment ils fonctionnent dans la société, etc. C'est une étude de 146 patients, etc. Et globalement, ils ont comparé avec un groupe contrôle, parce qu'effectivement, on a un fonctionnement social puis des interactions familiales chez des gens qui n'ont pas de troubles bipolaires. Et ils ont mis
en évidence que, en fait, globalement, le fonctionnement familial est assez associé au fonctionnement psychosocial, mais surtout, ce qui est majeur, c'est qu'ils ont montré ces variables intermédiaires qui sont le soutien social, la résilience et l'idée suicidaire. Et en fait, ça veut dire quoi? La conclusion qu'on peut tirer donc de cet article récent, c'est que, en fait, on a des pistes de travail pour pouvoir, essayer d'identifier des choses qui renforcent justement les capacités de tout le monde, en particulier en travaillant sur la résilience, sur le soutien social, la meilleure soutien au sein d'une famille, qui sont des éléments importants et qui peuvent améliorer dans le temps le fonctionnement psychosocial des gens souffrant de troubles bipolaires. Enfin, pour terminer, c'est vraiment un élément important. Il y a vraiment une revue de la littérature très récente qui a été publiée il y a un mois sur la stigmatisation des patients, mais de leur environnement, et qui entraîne des difficultés qui altèrent les capacités de gestion, de prise en charge du trouble bipolaire. Donc, c'est une revue de la littérature qui est vraiment fait une revue assez exhaustive avec de nombreux articles qui décrit bien les différents mécanismes de stigmatisation, cet étiquetage, mais aussi des éléments qui sont la notion d'autostigmatisation qu'on peut rencontrer chez les patients, qui se dévalorisent, intériorisent des notions d'autodévalorisation qui les empêchent de pouvoir poursuivre leur parcours, même quand ils vont mieux, même quand ils se rétablissent. Et donc, cette notion de stigmatisation du patient souffrant de trouble bipolaire, mais aussi de son environnement familial, sont des éléments qui sont extrêmement importants à identifier. Et c'est pour ça qu'il y a des travaux là-dessus, mais aussi pour favoriser justement ce que vous faites, c'est-à-dire favoriser la communication pour que cette notion de stigmatisation, qui est liée aux attitudes qui existent dans les sociétés autour des troubles psychiques, bien sûr, et de certains troubles psychiques particulièrement, puisse être prise en compte de manière un peu plus spécifique par le grand public, par les politiques, par tous les décideurs, de manière à améliorer et de réduire l'intensité de stigmatisation dont on sait qu'elle a des conséquences péjoratives pour tout le monde, à la fois en termes de pronostic de la maladie pour le patient, mais aussi de qualité de vie pour lui-même et pour son entourage familial. Voilà ce que j'avais à vous dire sur, on va dire, sur l'ensemble de ces éléments-là, et je suis à votre disposition pour discuter de ce que vous voulez. Je vais arrêter le partage pour qu'on revienne, on a le diffuser et donc la voir. Ne vous inquiétez pas, pour moi, c'est à disposition. Eh bien, merci, monsieur. Vous nous avez posé, enfin, vous nous avez expliqué plein de choses. Alors, en fait, on a des questions qui ne sont pas forcément sur ce que vous avez dit, hein, évidemment. Bon, si je peux y répondre, il n'y a aucun souci. À part une personne qui vous adresse une question directe, mais je pense que ça n'a pas d'intérêt. Bon, il y a le premier spectateur qui nous a posé une question, c'est quelle est l'hérédité de la bipolarité? Alors, il y a une question subsidiaire. S'il est élevé, est-ce dû à son type? Et il y a évidemment une troisième question, y a-t-il une prévention à mettre en place dès le plus jeune âge de l'enfant? Voilà, elle est déjà suffisamment complexe. Oui, en fait, oui, il y a une composante, une vulnérabilité génétique aux troubles de l'humeur et aux troubles bipolaires. Il y a des études de jumeaux qui ont été faites aux États-Unis. C'est des études alors qui commencent à être anciennes, pas si anciennes que ça, mais qui ont été très bien faites et sur des grandes populations aux États-Unis, et en fait explorant notamment des populations, et notamment des cohortes de jumeaux homozygotes, c'est-à-dire avec exactement des vrais jumeaux, comme on dit, avec exactement le même patrimoine génétique. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que quand dans une paire de jumeaux, quand l'un souffre d'un trouble bipolaire, l'autre qui a exactement le même patrimoine génétique, c'est-à-dire tous les mêmes gènes, puisque c'est vraiment le propre des vrais jumeaux, d'ailleurs souvent on ne les reconnaît pas ou on a la difficulté à la reconnaître, en fait, il a à peu près entre 20 et 30% de risque de présenter un trouble bipolaire. Quand on sait que dans la population, les troubles du spectre bipolaire représentent à peu près 3% de la population,
troubles du spectre. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voyez que le risque de présenter un trouble bipolaire est 8-9 fois plus élevé quand vous avez un patrimoine génétique identique. Sauf que ça veut dire que vous avez 70 à 80% de chance ou de risque statistique de ne pas en présenter un trouble bipolaire, ce qui témoigne de deux choses. Donc, il y a une vulnérabilité génétique, mais le poids de tous les facteurs d'environnement au sens large, qui passent par les facteurs d'environnement, de l'air, de la pollution, etc., en passant par les facteurs d'infection qu'on peut avoir, en passant par la consommation de substances psychoactives, en passant par les interactions familiales qui font partie de l'environnement, sont beaucoup plus importants que la partie génétique. Donc, en fait, ça me permet de répondre à la deuxième question. Ça veut dire que dans la notion de prévention qui peut être mise en œuvre, on n'est pas du tout dans la notion du conseil génétique qui peut se faire pour des pathologies pour lesquelles il y a une transmission mendélienne très classique et très importante, puisque comme on le voit, dans ce cas-là, les facteurs d'environnement sont plus importants. Mais en fait, là, ce n'est pas une prévention à proprement parler, c'est plutôt la connaissance de cette vulnérabilité qui peut amener à ce que dans une famille où il y a présence d'un trouble bipolaire, ben, il y a une certaine attention qui soit présentée à, par exemple, des signes de difficultés qui peuvent exister dans l'adolescence, des choses comme ça d'enfants. Non pas pour... Alors, c'est pour ça que c'est extrêmement... c'est quelque chose sur lequel il faut quand même être extrêmement prudent, parce que sinon, on peut, par son comportement excessivement attentif, on peut entraîner des modes de réaction qui pourraient être vus après comme une manifestation de la maladie, etc. Donc, en fait, on est extrêmement prudent. Simplement, et je pense que l'élément principal, donc il faut pas, enfin, on n'est pas dans une situation dans laquelle on peut mettre de manière pertinente des stratégies de prévention systématique. Mais par contre, ça passe, je pense que la connaissance, l'information, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, ce que vous faites tout au long de l'année avec l'association Argos, en fait, sont des éléments très importants pour essayer d'améliorer, enfin, de prévenir les gens que ça existe, la vulnérabilité existe, mais elle a ses limites que j'évoquais. L'environnement est important et il faut simplement avoir cette idée-là dans l'esprit. Merci. Patrice, tu as une question? Oui, professeur, merci pour cet exposé très clair. Un reflet peut-être déjà, c'est qu'on parle beaucoup de la piste inflammatoire en matière de bipolarité, mais à vous entendre, il y a aussi la piste de l'immunité psychologique. Si on agit de manière pertinente en quelque sorte auprès de la famille, les choses vont aller mieux. Moi, j'ai une question. Vous avez parlé de la culpabilité, ce que j'appellerais la patate chaude de la culpabilité qui peut se transformer en la patate chaude de la culpabilisation. Hein, ça, c'est quelque chose qui circule bien dans la famille. Que peut-on faire? Quel conseil donneriez-vous à ceux et celles qui sont confrontés à cette difficulté? D'abord, tout à fait d'accord avec ce que vous dites sur cette immunité psychologique, mais en fait, l'inflammation, on peut présenter des phénomènes inflammatoires consécutifs des états de stress, quels qu'ils soient. Et donc, en fait, l'inflammation, c'est une réaction de défense de l'organisme qui parfois se tourne contre nous, donc ce qui peut être problématique et entraîner des maladies. En ce qui concerne ce que vous évoquiez par rapport à cette notion de culpabilité, de culpabilisation, c'est très important cette distinction que vous faites parce que la culpabilité, c'est sentiment humain qui est très partagé et en fait qui est quel fonctionnement psychologique, d'éducation, de ci, de ça. On ressent toujours une part de culpabilité dans des situations qui ont à voir avec nous, ou même pas à voir avec nous, mais qui nous concernent de plus loin. Et donc ça, c'est une émotion ressentie avec cette réalité autour de en quoi j'y suis pour quelque chose. Et donc ça, globalement, on peut essayer de diminuer la culpabilité, mais ça reste quand même très présent et on ressent tous au quotidien. C'est vraiment quelque chose qu'on ressent en permanence en se disant en quoi ça a à voir avec moi. Par contre, l'élément important, c'est plutôt cette notion de culpabilisation. Et ça a à voir avec la façon dont on peut, et c'est pour ça que j'ai évoqué cet aspect d'expression émotionnelle, et ça va dans tous les groupes dans lesquels on peut travailler sur la communication et sur l'identification de ces éléments-là. En fait, la culpabilisation, le terme est parfaitement choisi, c'est
se décharger d'une émotion négative sur quelqu'un d'autre. Et en fait, on fait ça tout le temps, tous les uns et les autres. Simplement, dans les situations dans lesquelles il y a ce trouble qui est présent au sein de la famille, ben en fait, ça se cristallise sur le trouble avec une culpabilisation qui peut être transmise au patient, mais qui peut être transmise par le patient à son environnement familial. Et c'est vraiment les stratégies parce que c'est vraiment dans les deux sens, hein, c'est pas simplement passer la patate chaude, je suis comme ça à cause de vous. Le patient peut dire ça. Et tu nous pourris la vie à cause de ta maladie, etc. C'est vraiment ce type de choses. C'est le quotidien, malheureusement, et quelle que soit la maladie, ces processus sont présents. Et donc, c'est pour ça que vraiment les stratégies qui permettent de réfléchir à la manière dont on communique, on ne va pas faire disparaître ces émotions. Les émotions, elles sont présentes. Mais c'est simplement, comme je le disais, dans les stratégies qui sont développées, et ça permet de lutter contre le besoin de transmettre une émotion négative à quelqu'un d'autre par ce stratégie de culpabilisation. Et donc, en fait, on n'est plus résistant, entre guillemets, à ses propres émotions négatives. On fait avec plus facilement. En anglais, on dit to cope with, c'est stratégie de coping. Et dans ce cas-là, on améliore les choses. Donc, moi, j'encourage véritablement, alors une fois de plus, il y a des questions d'accès, de possibilités, mais tous les groupes qui travaillent sur ces aspects de la façon dont on peut gérer la communication au sein des familles. Et il ne s'agit pas de se lancer dans des grandes thérapies familiales systémiques, mais simplement de comprendre comment ça marche et d'identifier des mécanismes qu'on peut très facilement, si on y réfléchit, donc on peut se rendre compte, mais après, ça ne peut pas se rendre compte que c'est facile de les maîtriser, donc ça s'apprend, on peut s'entraîner. C'est des éléments très importants pour diminuer ces allers-retours de culpabilisation qui sont délétères, qui font souffrir tout le monde. Merci, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Lorca. Je crois qu'il va être temps pour vous d'aller retrouver vos patients. Juste un petit mot pour dire que nous avons de nombreuses questions qui sont arrivées. Donc, nous allons réfléchir aux moyens d'y répondre, mais malheureusement, il ne nous est pas possible d'y répondre en direct, que les auditeurs veulent bien nous en excuser. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir invité. Puis, je vous souhaite vraiment une bonne poursuite de cette journée. Et comme je le disais, c'est des initiatives extrêmement importantes dans toute la logique que je viens d'évoquer et qui sont très importantes pour tout le monde. Donc, bravo encore. Merci. Merci beaucoup. Je vous quitte. Merci, professeur. Merci.